Et bonsoir. Petit live impromptu décidé il y a peu pour parler bouquin. Et avant toute chose, avant que j'oublie, n'hésitez pas, surtout s'il y a quelqu'un, à dire si vous m'entendez bien, si le son est bon et pas trop fort. Voilà, on verra s'il y a du monde plus tard. Alors, je fais quelques derniers réglages pour bien voir le chat de mon côté. Ok. Donc un live comme indiqué dans le titre pour parler littérature, mais pas de façon pompeuse, juste pour se recommander des bouquins, notamment une petite dizaine pour ma part, de mes dernières, on va dire dernières lectures, mais de ces 2 dernières années, voilà, tout n'y est pas, hein, c'est juste pour faire ma petite sélection. J'ai dû piocher un peu dans des trucs que j'ai au moins lus l'été passé ou celui encore d'avant. Donc il faudra pas s'étonner si parfois mes souvenirs, notamment sur les noms des personnages et sur le pitch de manière générale, est pas ouf. Je ferai un effort et au pire, je m'aiderai un peu de l'internet pour égayer le propos, non, pour étayer le propos. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie donc le son. Vous me direz s'il y a du monde. Je sais. J'espère que le truc que j'ai pour voir le chat fonctionne aussi. Euh, et je vais regarder juste vite fait moi si le layout côté Twitch fonctionne. Bon, a priori, c'est normal. Donc, pour ce live, on va procéder comment? Et ben en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être sous la forme d'une tier list. C'est pas hyper original de ma part, mais c'est un format assez cool pour avoir un peu de matière à discuter, à débattre et tout. Et donc, je vais vous la présenter tout de suite, hein, comme ça, on va pas perdre de temps. Alors, hop, petite transition magique. Ok, est-ce que vous la voyez bien chez vous? Je pense. Et petite présentation. Donc, en bas, vous voyez les 10 livres que j'ai envie de vous présenter ce soir. Et au-dessus, vous avez une grille de notation, on va dire de 4 barèmes, qui va du plus mauvais en jaune au meilleur en rouge. Et donc, qui, pour vous en faire la lecture, qui commence par mais, pour vraiment quelque chose, pour le coup, que je recommanderais pas, plutôt quelque chose que j'ai lu jusqu'au bout pour me faire une idée, pour voir pourquoi, même si j'accrochais pas au début, en voir la fin, ou voir pourquoi pourquoi à un moment quelqu'un a décidé de publier ce livre. Au moins une personne l'a trouvé assez bonne pour ça. Suivi de plutôt bon. Donc là, c'est cool, quoi, tout simplement. Très bon, je commence déjà à recommander, c'est-à-dire que si vous aimez lire, c'est plutôt un bon choix de livre. Et Need More, et quand c'est vraiment de la bombe, que je kifferais énormément relire soit d'autres livres de cet auteur, soit ce genre, soit que voilà qu'il se fasse plus de choses de ce goût-là. Voilà. Avant de démarrer vraiment le classement, qui peut être sympa, c'est peut-être de vous présenter la sélection au sens plus général. Donc, dans les grandes lignes, tout est contemporain. Donc le livre le plus vieux de cette liste, c'est La planète des singes de Pierre Boulle. Il y a que deux auteurs parmi tous ceux qui sont, enfin, tous ceux qui ont écrit ces livres, qui sont déjà décédés. Je vais me permettre. Ok, hop, ça c'est bon, c'est fait. Voilà, donc en l'occurrence, du coup, Pierre Boulle, j'ai pas la date de sa mort, mais bon, il a dû décéder, je dirais, dans les années 80. À checker peut-être. Et l'avant-dernier, alors comment je peux vous montrer ça sans toucher mon écran? C'est l'avant-dernier, tout simplement. Qui s'appelle Roland C. Wagner, et qui a écrit
entre autres, parce qu'il a l'air d'avoir une longue carrière, mais dans mon cas, c'est le premier bouquin de lui que je lis, qui a écrit La saison de la sorcière. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a 2 BD, enfin des comics en l'occurrence. Il y a Black Science, le deuxième de la sélection, donc qui est une série. Elle est terminée, même dans sa publication française, donc vous pouvez d'ores et déjà vous la dévorer en entier. Et c'est aussi parce qu'elle est déjà terminée que je la mets là, parce que je l'ai terminée, je l'ai toute lue, et c'était chouette de A à Z en fait, donc c'est complètement validé. Et l'autre roman graphique, pour le coup, pour employer ce terme, c'est Seconds de Brian Lee O'Malley, qui était l'auteur de Scott Pilgrim vs. The World, que j'aime pas beaucoup, pour le coup. Je me le suis refait avant ou après avoir lu Seconds, avant je dirais, et ben en fait j'en avais un souvenir positif de Scott Pilgrim en comics, quoi. Et bah à la relecture, ça a pas très bien passé le temps. En fait, j'ai trouvé que c'était surtout du drama post-adolescent de je t'aime bien, moi je t'aime pas, voilà. Donc un peu déçu de cette relecture. Et par contre, pour le coup, c'est Cons. Je vous dirai mon avis plus tard, parce que c'est pas le moment. Voilà. Et du coup, ce qui reliait aussi un peu, à mes yeux, en tout cas, toutes ces œuvres, peut-être à une exception près, ou deux, c'est que pour la plupart, c'est très abordable. Voilà. Les comics, j'en parle pas dans ce cas-là, parce que par définition, je pense que c'est des lectures plus abordables. Alors, c'est peut-être un préjugé, mais je sais que même en me contraignant à lire aussi des romans, enfin, je dis contraignant, hein, j'y prends du plaisir quand même, mais en essayant de lire un peu de fiction et d'essais, je trouve ça plus facile quand même d'attraper un comics, de le dévorer en one shot des fois, là où certains romans, il faut s'accrocher, mais bon, les romans de cette sélection, moi je les trouve assez abordables, et c'est pas... Il y en a aucun qui fait un nombre de pages impressionnant. Peut-être la Maison des Feuilles, qui est le seul que j'ai en physique ce soir, et qui fait... ouais, c'est un bon pavé, mais après, je reviendrai dessus quand ce sera le tour quand ce sera son tour de passer à la notation, mais il a un dispositif qui fait que peut-être la pagination et pas bref, que la pagination est pas une contrainte dans ce cas-là, et pas on la subit pas, quoi. Enfin, on la subit, mais pas pour cette raison-là. Enfin, pas pour le fait que c'est un gros bouquin. Désolé, hein. Donc c'est un premier live depuis 2 ans, donc comme un diesel, je vais sûrement avoir une petite demi-heure de pagayage avant d'être bien lancé. Voilà, donc il y a principalement des auteurs ricains aussi. Je pense à du coup 1, 2, 3, 4 exceptions près. Ouais, parce que Roland C. Wagner, c'est aussi, en fait, c'est un auteur français ou francophone, peut-être belge, mais j'irai vérifier plus tard, peut-être, si quelqu'un le demande, s'en souvient. En tout cas, il est pas anglo-saxon ni américain, malgré ce que la couverture peut laisser croire. Et du coup, les 3 autres, c'est Paco Thielman, Pierre Boulle, que j'ai cité plusieurs fois, et je vais pas prononcer mal son nom, Quentin Bruet-Ferréol, sur lequel on reviendra aussi, qui fait partie des auteurs français de cette sélection. Là, écoutez, je pense qu'on va pouvoir attaquer le premier. Je vais m'hydrater un petit coup. Ok, donc ouais, j'ai eu peur de pas d'avoir fait tout ce segment sans avoir la tier list sous les yeux, mais si, c'est bon. Enfin, moi je l'ai sous les yeux, mais sans que vous la voyez. Donc, le premier,
de cette petite sélection du soir. Et c'est pas que c'est le cas de le dire, il s'agit de La bibliothèque de minuit de Matt Haig. C'est un roman, du coup, une fiction fantastique. Comment dire, du coup, qui a pour personnage principal une jeune trentenaire qui subit sa vie, en fait, qui a pas quitté son patelin de naissance, qui exerce une activité peu enrichissante. Il me semble qu'au tout début, hein, vraiment, no spoil, mais au début de l'histoire, elle travaille dans un magasin de musique et elle passe une journée vraiment de merde. Euh, Son petit chat décède, enfin, où elle le trouve décédé, et elle se fait licencier de son travail. Et alors peut-être que je m'emmêle les pinceaux, mais il me semble qu'en plus de ça, genre, elle croise un ex ou un ex potentiel, et et voilà, et rien ne va. Il me semble que dans la suite de sa journée, elle, du coup, elle déprime. Je crois qu'elle se prend une petite minace et elle finit par avoir un accident qui la plonge dans ce qu'on va dire une forme de coma, en tout cas un état altéré de conscience. Et, du coup, dans cet état-là, elle se met à, on va dire à rêver, mais peut-être que c'est réel tout ça. Mais en tout cas, elle accède à une zone qui donne son nom, qui donne son titre au livre, qui est donc la bibliothèque de minuit, et qui est une bibliothèque qui lui est consacrée, où tous les livres sont d'autres vies qu'elle aurait pu vivre, eût-elle fait d'autres choix dans son parcours. Et en fait, elle va avoir la possibilité de les lire les uns après les autres, de les commencer. Je crois que non, je crois qu'ils commencent tous à l'âge qu'elle a au moment de cette expérience. Et, qu'est-ce que quoi. Et du coup, de fil en aiguille, on voit plusieurs de ses, enfin, on découvre plusieurs de ses vies potentielles, elle aussi, et ça l'amène à avoir une réflexion sur en fait quel livre elle elle doit choisir après à chaque fois après celui qu'elle vient de commencer, et voilà. Et je vais m'arrêter là pour le scénario, sachant qu'en plus je pense que j'en ai déjà pas mal dit, en tout cas suffisamment à mes yeux pour espérer vous mettre l'eau à la bouche. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, et puis la notation, et aussi peut-être le côté thématique, même si je pense qu'il ressort peut-être de façon un peu évidente dans la description que j'en ai fait. Du coup, bah, moi je le recommande, c'est un très bon. Je l'ai tellement recommandé que je l'ai offert à ma petite sœur. Donc voilà, parce que c'était une lecture chouette, quoi. Et pour les thématiques qu'il aborde, bah en fait, clairement, donc moi j'ai à peu près la trentaine, enfin je suis dans ma trentaine, pardon, et bah voilà, c'est vrai que on fait tous un moment des petits points d'étape où on questionne nos choix, nos ambitions, nos parcours. Et bah, ce livre, il reflète ça, mais aussi mais d'une façon assez ludique, quoi. Euh, et bah, avec un dispositif qui est intéressant, qui donne lieu à un peu à toutes les expériences que vous pouvez imaginer, ou que vous pouviez trouver dans un livre dans un film, pardon, comme Everything, Everywhere, All at Once, ou un peu dans les délires de multiverse de Spider-Man Into the Spider-Verse, par exemple. Je suis un peu en boucle sur ces rêves-là, et je pense qu'elles vont être, enfin, peut-être pas
qu'elles vont être évoquées plusieurs fois ce soir parce que on a peut-être un peu cette thématique qui revient dans plusieurs des œuvres de la sélection. Voilà, pour pas m'attarder, j'ai pas pensé à mettre de timer, mais j'ai commencé à écart à peu près, je crois, enfin le tout début du live. Je vais essayer de pas faire 20 minutes sur chaque livre, donc on va le classer. Alors j'imagine qu'il n'y a pas quelqu'un dans le chat qui pourrait me donner son avis, donc pour l'instant je vais agir en bon despote et je vais le mettre dans... J'hésite vraiment entre très bon et Need More. En fait, je pense que si je venais là de le terminer, je le mettrais probablement dans Need More. Mais ça remonte, ma lecture, je pense que ça fait au moins 1 an et demi. Mais par contre, c'est bon signe parce que je m'en souviens vraiment bien. Et c'est parce qu'il était cool, quoi. Il m'a bien marqué. Donc, je le mets dans très bon. Et voilà, vous pouvez y aller. Hein, c'est quand même une recommandation, mais... Voilà, pour vous dire, pour l'instant, j'ai rien lu d'autre de son auteur, là, Matt Haig. Bon, je l'ai pas beaucoup présenté, mais de ce que j'ai compris, en faisant un tout petit peu de recherche, il écrit principalement des livres un peu high concept, comme ça, donc avec un dispositif ou une idée forte. Peut-être je ferai un tour à la fin, s'il reste du temps, je regarderai un peu pour débriefer. Et voir qu'est-ce qu'on pourrait lire entre-temps d'ici la prochaine, quoi. Il est temps de passer au deuxième. Hop là. Vous voyez ma souris qui charge, ouais. Donc il s'agit de Black Science, qui est un comics américain, je crois, publié chez Image en VO et chez Urban Comics en France. C'est scénarisé par Rick Remender et j'ai un trou sur le nom de l'illustrateur ou du dessinateur. Je me permets de faire un zoom de barbare pour voir si... Est-ce que je vais y arriver? Va par là, petit écran. Ah oui, mais en fait, je le vois. Hop. Matteo Scalera. Voilà, désolé pour le zoom. Encore un coup en moins, encore. Là, on devrait être pas mal si je... Non, encore un coup. Encore un... Ok, voilà. Donc, Matteo Scalera. Bref, désolé pour le... parce que il décide en plus super bien, c'est con de ne pas avoir retenu son nom. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à du Sean Murphy. Et du coup, de mémoire, j'aurais dit Sean Murphy, mais je savais que c'était pas lui. Et du coup, petit lien multiverse, Black Science, ça raconte l'histoire de Grant McKay, qui se présente lui-même comme un scientifique de la Ligue anarchiste, ou un anarchiste de la Ligue scientifique, ou un membre de la Ligue anarchiste scientifique, quelque chose comme ça. Bref. Qui en fait est l'inventeur du portail qu'ils appellent le pilier, si je ne me trompe pas, qui permet de voyager à travers les dimensions. Et alors du coup, tout de suite, ça peut vous faire penser à Rick and Morty, mais on n'est vraiment pas sur le même ton. C'est-à-dire que c'est pas, ça se veut pas une comédie. Il peut y avoir des moments de légèreté, c'est bien écrit, c'est très bien scénarisé, c'est bien écrit et bien traduit. Moi, j'ai lu la version française et honnêtement, rien à redire. En tout cas, de mémoire, j'ai pas le souvenir que ça m'ait choqué. Et donc, ce personnage-là, l'histoire démarre à la seconde même, je crois, où son portail interdimensionnel commence à fonctionner. Et en fait, ça déclenche un peu une suite d'événements que, pour le coup, je vais essayer de pas spoiler pour vous laisser la surprise, parce que ça crée vraiment les enjeux qui vont traverser les 9 tomes au format souple. Du coup, là, ils ont
Urban a commencé à éditer une intégrale qui, j'imagine, doit contenir 3 tomes, peut-être 4. Donc en intégrale, il y en aura 3, peut-être 4. Non, 3, 3, ouais, sûr. Ça m'étonnerait que ça fasse 4 fois 4. Bref. et, et donc le ton de cette œuvre, ça va être un peu entre le pulp, le space opéra, bon, du coup, la science-fiction, hein, bien sûr, parce que je dis space opéra, mais il y a aussi des éléments de. Enfin, ouais, le space opéra peut être vu comme un genre de dérivé de la science-fiction, même si des fois, en fait, ben, c'est plus juste de la fantasy dans l'espace. Et là, il y a un peu des deux. Un peu et SF et space op, quoi. Et là, dans les multivers qui vont. Enfin, les univers, ou les dimensions qui vont être présentés, et ben, il peut arriver qu'on croise donc des doublons des personnages. Il y a aussi des créatures ou des espèces qui, elles, maîtrisaient déjà ce voyage-là ou le convoitent. Et, et c'est vraiment chouette. Il y a des enjeux très souvent rebalancés par les retournements de veste de personnages. Alors je vais pas détailler beaucoup plus pour pas vous gâcher le plaisir, mais c'est très chouette. Vraiment, les personnages, on y croit en fait. Voilà, il y a donc Grant Mackay et sa famille, son employeur, du coup sa collègue de recherche, voilà. Et ce monde-là, vraiment, c'est des personnages. Enfin, tous ces personnages que je viens de citer interagissent jusqu'à la fin de l'histoire, quoi. Et on les présente assez vite et il n'y a pas besoin de meubler constamment avec des nouveaux personnages pour renouveler l'intrigue, quoi. Il y en a, bien entendu, qui font leur apparition plus tard, et des personnages, bah voilà, issus d'autres dimensions et tout ça, qui sont chouettes en plus, hein, qui sont pas les moins intéressants de cette aventure, au contraire. Mais c'est pour dire qu'en fait, on n'est pas sur une histoire qui se veut de sauver le monde pour sauver le monde ou pour être un héros et tout ça. On est plus sur des enjeux humains sur fond de justement de voyages interdimensionnels et par exemple bah, le personnage principal, donc comme c'est un chercheur qui travaille pour une entreprise privée, lui il a ses propres scrupules à bah, voilà, livrer le fruit de ses recherches à une entreprise qui pourrait mal l'utiliser. Son chef, bah voilà, il essaye à tout prix de me mettre la main dessus. Et ce coup-ci, j'ai pensé à regarder l'heure, et je vois que ça fait 10 minutes. Ouais, 10 quarts d'heure, ça va peut-être faire un peu long. Voilà. Je pense que j'ai assez présenté le truc. Bah voilà, ça m'a fait découvrir Rick Remender, pourtant dont c'est pas du tout la première œuvre et dont plein d'autres ont l'air révérés. Clairement, je relirai quelque chose de sa plume avec plaisir. Et ça va être notre premier Need More parce que il en faudra vraiment plus pour me satisfaire. Genre, quand ça s'est terminé, j'aurais lu le double de tomes avec plaisir. Nous passons donc à un petit changement de genre avec du coup une fiction contemporaine, mais je crois que c'est un bouquin pour le coup qui a une vingtaine d'années, hein, contrairement aux deux précédents. Black Science, voilà, ça a dû être publié dans les 5-6 dernières années. Et la bibliothèque de minuit, je crois qu'il est un petit peu plus récent que ça, il doit avoir 4 ans. Alors que le contorsionniste, il me semble que c'est un livre du début des années 2000, et le premier de son auteur, qui est donc Craig Clevenger. Vous avez de la chance, j'ai pas besoin de rezoomer comme un porc. Qui, du coup, est un auteur tardif, on va dire, dans le sens où il a eu toute une carrière
crois qu'il et avant d'écrire ce premier roman, ou peut-être quelques nouvelles par-ci par-là, quoi. Mais je crois pas même. Je crois qu'il a écrit ce roman, puis des nouvelles, puis 2 autres romans aussi. Voilà. Et donc, voilà, il a eu une carrière dans la tech, apparemment, et il a l'air de dire qu'il gagnait bien sa vie, tout ça, que c'était... en gros, c'était plutôt une prise de risque pour lui que de se lancer dans l'écriture. Et bah, voilà, pour le coup, pour rentrer un peu dans le détail, le contorsionniste, c'est quoi? C'est pas mal la couverture, elle met un peu sur la piste avec cette image de changement de visage, parce qu'en fait, on est sur un homme, on est sur l'histoire d'un homme qui va un peu être un usurpateur en puissance et surtout professionnel. C'est-à-dire, alors pas dans le sens où il le fait pour d'autres, à des fins professionnelles, mais plus parce qu'il est sacrément doué dans la falsification et la manufacture de faux papiers. Ouais, c'est peut-être pas très joli, manufacture. Bref, en tout cas, c'est un faussaire, voilà. Il va... en fait, je vais vous poser les pieds vous poser le cadre du début de l'histoire. Donc c'est un faussaire donc qui crée et qui utilise des faux papiers à ses fins propres. Alors il démarre donc il utilise des identités qui ne sont pas la sienne, voilà, à des fins peu scrupuleuses, du type voilà, pas payer des contraventions, voire des loyers, voire des impôts, tout ça. Bref, il essaye de travailler le moins possible, si ce n'est dans la fabrication de faux documents d'État. L'histoire elle démarre alors qu'il vient de faire une overdose, une overdose, et qu'il est récupéré par les secours. En fait, il va se retrouver confronté du coup, au personnel médical, et son objectif principal, ça va être de s'évader de l'hôpital où il est pris en charge, et surtout de ne pas éveiller les soupçons chez le psy, qui va devoir établir si son overdose était volontaire ou subie, quoi. Et en fait, du coup, son histoire va un peu se tourner autour de l'entretien que mène le psy, quoi. Et en parallèle de ça, il s'adresse, c'est un de ses livres qui sont écrits à la première personne, et j'ai trouvé ça chouette. Pour le coup, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, parce que je crois que c'est quand même pas hyper répandu. Et du coup, il raconte un peu au fil de l'entretien, mais pas au psy, mais au lecteur, les différentes identités qu'il a endossées par le passé, pourquoi il les a quittées, en général des situations assez similaires à celles qu'il est en train de vivre dans les prémices du roman, et aussi un peu sa life, qu'est-ce qui l'a conduit à devenir un faussaire comme ça. Et c'est très chouette, c'est là, alors peut-être que comment dire, je pense que la traduction est bonne, mais peut-être que c'est un livre qui gagne à être lu en VO pour le ton, on va dire, un peu l'argot sûrement de l'auteur, quoi. Mais en tout cas, pour moi, la VF était bien, hein, et pas de souci. Voilà, et respect au traducteur ou à la traductrice, mais je l'entendais au sens général. Voilà, moi, j'ai dit ça, je vous dis ça, mais quasiment tous les livres, je les lis en traduit, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que celui-là, il est peut-être, il y a plus à trouver encore en VO.
Voilà. Celui-ci, ouais, peut-être que là, comme pitch, ça me paraît assez carré. Moi, j'ai trouvé ça chouette. Vraiment, hein, vous en doutez, comme c'est une sélection de recommandations, peu de choses iront dans mais peut-être qu'il y en aura. Euh, Celui-là, je l'ai lu assez récemment, donc c'est assez frais dans ma tête. Euh, je, je sais pas si je dirais, donc pour parler de sa notation, parce que là je bouge la souris, si vous la voyez de toute façon, ok. J'hésite un peu entre plutôt bon et très bon, dans le sens où très bon, c'est genre, je sais que je le recommanderais genre à la première personne qui me dit qu'elle aime bien lire. Là où le contorsionniste, c'est peut-être plus, je dirais pas que c'est hyper grand public. Ouais, je pense que je vais me satisfaire de plutôt bon. Voilà, c'est bon, ça reste bien dans le cadre. Plutôt bon parce que voilà, c'est peut-être en priorité à recommander aux gens qui aiment la littérature américaine et ou la fiction, mais non fantastique, non de genre, quoi. Voilà. Donc, mais clairement, je suis chaud de lire un de ces deux autres livres. Donc, c'était pas loin d'être en très bon aussi. Passons ensuite à Damned, enfin, oh là là, cet accent, Damned, qui s'appelle en plus en VF, je crois juste Damné ou Les Damnés, mais je dirais Damné au pluriel, qui est un roman assez récent de Chuck Palahniuk, très brièvement l'auteur, entre autres, de Fight Club, le roman, donc roman dont est inspiré le film, hein, et pas l'inverse. Euh, Chuck Palahniuk, pour le coup, Fight Club, je l'ai lu, c'est pas une super reco à titre personnel, mais il y a d'autres livres de lui qui sont vraiment très chouettes, et c'est un auteur dont j'essaie de lire ce qui sort occasionnellement. Je m'en veux un peu parce que j'avais offert Damned en VO en plus, pour le coup, à un ami qui lit, lui, pour le coup, facilement en anglais. Coucou Silou, si jamais tu regardes cet extrait un jour. Et je vais tout de suite dire le jugement, mais déception. Euh, dans, pour vous dire, dans les livres de Chuck Palahniuk, il y a un de mes romans préférés du monde, que je ne citerai pas ce soir pour le garder pour une autre fois. Mais voilà, il y en a plusieurs que j'ai trouvé très bons, quoi. Et bah, ça n'a pas du tout été le cas de Damned, qui, en fait, alors, je vais peut-être expliquer un peu ce dont ça parle. Alors, c'est plus très frais dans ma mémoire, parce que le fait que je l'ai pas aimé, ça n'a pas aidé. Et de toute manière, comme en plus j'ai pas aimé, je vais avoir du mal à vraiment vous le vendre et rendre ça très saussant, quoi. Mais c'est l'histoire d'une ado, punaise, je crois qu'il y a un lien overdose, si je me trompe pas, qui se retrouve en enfer suite à une overdose. Mais je me demande si humour oblige, c'est pas genre une overdose de marijuana, quoi. De marijuana. L'impression d'être un journaliste de 70 ans. Euh, donc elle se retrouve en enfer. Je sais plus quel motif est invoqué sur le fait qu'elle aille en enfer, mais de mémoire c'est clairement c'est un peu injuste. Genre soit c'est juste parce soit parce qu'elle s'est droguée ou parce que je sais plus si elle se suicide. Bref, il me semble que voilà. C'est contestable et il me semble me souvenir que elle le conteste très rapidement parce que pareil, le roman commence. Je crois qu'elle est déjà en enfer. Je crois qu'après on revient un peu en arrière, mais il me semble que ça démarre. Elle est déjà dans les geôles de Lucifer et et voilà, c'est un roman du coup qui se veut marrant et qui l'est, hein, enfin en tout cas qui fait preuve d'un certain humour. Pour le coup, j'ai pas trouvé que ce soit hyper inspiré de ce côté-là. On sent, en fait, il y a des idées sympas peut-être
la représentation de l'enfer, le fonctionnement qui en est décrit. Mais voilà, moi ça m'a peu accroché, je me suis vraiment poussé à le finir. Il me semble qu'il existe une deuxième partie. Je sais pas si je vais la lire prochainement. Peut-être que ça viendra pour voir si le 2 est mieux que le premier, ou si par exemple l'un de vous dans le chat me disait que non mais vas-y accroche-toi, le tome 2 il est génial. Mais voilà, ou peut-être après, quand je relirai ou quand je redécouvrirai un bon Chuck Palahniuk, peut-être que je serai saucé. Mais ça sera pas pour celui-là. Et bah voilà, si le synopsis que je vous en ai dressé vous donne envie, vous pouvez essayer. Mais pour moi, ça va dans mais. Voilà. Passons au suivant, et donc qui est le premier auteur français de notre sélection. Et ben, force à lui. Je sais pas pourquoi je dis ça. Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Nous raconte l'histoire de la secte Heaven's Gate au travers des yeux de plusieurs de ses membres, il me semble. Et donc, cette secte, elle a existé. Elle a commis l'un des plus gros suicides de masse donc des années 90. Hein, c'est ça que l'auteur disait dans l'extrait de vidéo qui passait. Elle a existé. Elle s'est terminée donc par un suicide général. Oui, ils étaient persuadés que leur suicide leur ouvrirait les portes d'un vaisseau spatial. Enfin, en tout cas, d'un accès à une autre forme ou un autre statut d'existence proche de ce qu'on pourrait qualifier de la vie extraterrestre. Et on va dans ce livre qui est quand même une fiction, mais très documentée et appuyée par des recherches de la part de l'auteur. Pour le présenter un petit peu aussi, c'est un auteur qui se spécialise dans qui peut être qualifié de spécialiste des comportements déviants. Alors c'est les bandeaux que lui mettent les médias TV, notamment lorsqu'il intervient, sous cette du coup étiquette-là. Et il publie lui-même des vidéos. Il animait un site web, alors c'est peut-être encore le cas, qui s'appelait Triangle avec un Y, et qui parlait un peu de, comment dire, de ce genre de courant, on va dire sectaire, occulte, weird, voilà, très... c'était déjà très intéressant à lire au format article. Moi, c'est des textes que j'avais commencé à découvrir il y a peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, mais j'ai un peu du mal à jauger, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et il a continué son bout de chemin jusqu'à la publication de ce livre et du coup actuellement de séries de vidéos. Vous verrez il me semble que sur Instagram, il est très très productif. Et je pense qu'il les diffuse ailleurs, mais il faut que j'ai le temps de faire plus de recherches. Voilà. Pour revenir à l'histoire, on va retracer toute la chronologie de cette secte, donc de Heaven's Gate, de sa fondation au suicide collectif, j'allais dire général, mais c'est général pour eux. Et on va les suivre à travers la suivre à travers les yeux d'un des adeptes, en fait. Mais pas que. Me semble-t-il qu'il y a aussi certains policiers chargés de l'enquête
Je crois que des familles de victimes interviennent aussi. Alors tous sont des personnages fictionnés, mais voilà, inspirés des faits réels, quoi. Et bah voilà, en fait, c'est top, vraiment, c'est cool. C'est aussi pour ça que c'est dans cette sélection. Il y a des livres moins bons, mais dont j'ai quand même envie de parler, hein, comme Dame ou des auteurs. Voilà, Dame, c'était pas le meilleur Chuck Palahniuk, mais ça n'enlève rien au fait enfin, au reste de sa carrière. Et pourquoi disais-je ça Ah oui, donc ce livre, je le recommande, voilà, bien sûr. Et en fait, d'autant plus si vous aimez bien, donc si vous avez pu lire ou regarder un peu les formats entre le true crime et un peu ce que Vice pouvait proposer quand il faisait des trucs genre on s'est infiltré parmi les chamans qui font de la dub en Amazonie, quoi. Et voilà, il y a ce côté immersion dans un milieu culturel et sectaire qui est, bah, du coup, j'imagine plutôt une expérience peu partagée, et tant mieux. Et surtout, bah, qui a l'air assez vrai dans sa présentation, c'est-à-dire que c'est pas manichéen, on comprend, on en vient à comprendre pourquoi les adeptes restent, pourquoi ils en viennent à croire à un manipulateur qui enchaîne mensonge sur mensonge et qui rattrape la découverte d'un mensonge par un truc encore plus gros, quoi. C'est ça qui se passe dans les sectes en général, malheureusement. Enfin, malheureusement, bref. Si, malheureusement pour les adeptes, quoi. Et, et donc, je pense que c'est une lecture assez et donc éclairante, mais même, on va dire, nécessaire. Peut-être pas, comment dire, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y gagneraient à lire ce livre pour en fait comprendre un peu ce que c'est bah, d'être endoctriné, aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans les sectes, si autour de vous, ou peut-être dans comment dire, des connaissances plus lointaines, mais vous entendez parler de gens qui sont témoins de Jéhovah ou scientologues, enfin, même si je crois que c'est quand même pas, la scientologie, c'est quand même pas hyper répandu en France. Peut-être je me trompe, hein, j'ai pas les stats. Mais bref, les dérives sectaires, elles, par contre, le sont. Voilà, ça peut être des gens qui tombent dans les délires QAnon, des trucs comme ça. Et en fait, bah, ce bouquin, il va pas vous armer pour raisonner quelqu'un qui serait tombé dans une dérive sectaire ou qui serait victime d'une secte. Mais par contre, ça peut vous aider à voilà, être plus en empathie, à comprendre aussi comment l'aborder, voir ce qui marche pas, lui offrir le livre pour peut-être qu'il fasse son bout de chemin tout seul, il ou elle. Et, et voilà. Donc c'est une vraie recommandation de ma part. Donc ça va clairement ou dans très bon ou dans need more. Et je pense que je vais le mettre dans need more parce que bah du coup je suis curieux de découvrir ce que son auteur fera d'autres par la suite sur des formats longs comme ça. Et surtout, en fait, je lirai avec grand plaisir des récits similaires dans d'autres sectes ou dérives sectaires s'y apparentant, quoi. J'aimerais bien lire des trucs qui parlent, par exemple, de comment ça se passait au sein de la famille Manson. Qu'est-ce qui s'est passé aussi sur la secte Home au Japon. Donc pour rappel, qui avait causé des attentats au gaz sarin, ayant causé, il me semble, au moins une centaine de morts dans le courant des années 90, le début 2000, j'ai un petit doute.
Bref, j'étais très jeune, ou pas existant à l'époque, mais voilà. Ouais, je pense que voilà, c'est le genre de livre que je relirais, enfin, je relirais d'autres œuvres de ce genre-là avec plaisir. Bon, on est pas mal sur le temps, je crois que là, ça fait même pas 1 heure que j'ai démarré, et on arrive à la moitié des livres. Alors, je vais m'autoriser 2 secondes de vapote, et puis je vais voir si... non, je vais pas voir si j'arrive à relancer le truc. J'ai déjà galéré, ça sera pour une autre fois. Peut-être je vous le montrerai en début de ce prochain live, enfin, en début du prochain live de ce format. Si il y a un prochain live, et s'il y a un prochain live de ce format en particulier, voilà. Et on va passer à la suite. Du coup, on en arrive à La Maison des Feuilles de... le nom est pas si simple, mais il est pas si compliqué, de Mark Z. Danielewski, qui n'est pas un auteur soviétique ou russe, comme son nom le laisse à penser, mais un américain. Ça pourrait être... bref, je ne vais pas me lancer dans une analyse des origines slaves ou non de son nom de famille. C'est un roman donc qui... enfin, c'est un roman, et c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. En tout cas, c'est une fiction, il semblerait, on espère, qui se présente sous une forme assez particulière, pas matériellement, mais à l'intérieur. En fait, on a plusieurs... alors, pas de niveau de lecture au sens interprétation de ce qui est dit, mais on a plusieurs plutôt étages de fiction, voilà, plusieurs couches, qui se répartissent comme ceci. Alors, l'histoire est celle d'un personnage qui, qui annote et lit. Donc, la première chose, voilà, ça va être galère. J'ai voulu le recommander parce qu'il est très bon, et que bah voilà, c'est un livre comme on n'en croise pas deux pour l'instant, en tout cas dans sa vie. Mais il est pas simple à pitcher. Donc la première couche de fiction, c'est un personnage qui découvre une thèse, voilà, dans un appartement dont on va dire, il hérite, mais en vrai, il reprend l'appartement après que l'ancien locataire soit, je dirais, décédé de mémoire, mais je peux me tromper. Mais je suis, voilà, 80% sûr que c'est ça. Première couche, c'est ça. Ce personnage, il trouve dans les affaires de l'ancien locataire ou propriétaire une thèse une thèse écrite euh, par cet ancien locataire. Cette thèse elle-même, et donc, voilà. Donc le personnage principal parle, enfin, comment dire, euh, et, le personnage principal est le personnage principal, c'est-à-dire que il fait l'objet de descriptions, voilà, et de scènes qui lui arrivent, mais il lit aussi la thèse de cet ancien euh, propriétaire, locataire, et cette thèse, elle parle de documents vidéo qui, alors, dont la réalité n'est pas déterminée ou pas garantie euh, dans le livre, enfin, dans le, la diégèse du livre, donc le monde fictif dans lequel se déroule ce livre, on ne sait pas si le contenu
des vidéos sur lesquelles se base la thèse, ce contenu est vrai ou truqué. Voilà, il est parfois commenté comme si c'était une œuvre de fiction très bien ficelée et aux apparats du réel. Et parfois, il y a d'autres interprétations qui le prennent premier degré. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, en tant que lecteur, que quand on le lit, c'est très dur de se dire. Enfin, on peut croire que, on peut entendre que un found footage, voilà, ne soit pas, comment dire, ait une origine mystérieuse et un peu trouble. Bon, désolé, je me répète, mais dans le monde dans lequel, enfin, pour le cas des documents vidéo qui sont retrouvés dans la Maison des Feuilles, clairement, bah, soit ça paraît trop fantastique pour être vrai, soit au contraire, t'as tellement de preuves que c'est pas, parce que là c'est pas le réalisateur des documents vidéo, c'est pas un réalisateur de fiction, c'est même pas un vrai, enfin c'est même pas un réalisateur, c'est un photographe pour le coup, et encore c'est pas un photographe, c'est un photographe genre de guerre et tout quoi, et il documente sa vie perso, pas du tout, voilà, comme si j'essayais de vous dire, si je vous jure. Blair Witch, c'est vrai, quoi. Là, voilà, c'est... euh, bon, bref, cela dit, Blair Witch, mais avant la sortie du film, c'est-à-dire, a pu entretenir le doute, mais sur la disparition des personnages, je sens que je suis en train de m'enfoncer dans un drifto, mais c'était le risque à prendre en essayant de présenter ce livre. Bref, les documents vidéo, désolé de ne pas avoir de meilleurs termes pour lesquels, enfin, pour le qualifier. Il se passe quoi dedans? C'est ce fameux photographe qui les fait, qui vient d'emménager lui aussi dans un nouveau lieu, une maison à savoir, et lui et sa famille. Et du jour au lendemain, les dimensions de la maison vont présenter une incohérence entre ce que l'on peut mesurer à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pas envie de rentrer beaucoup plus dans le détail. Je me permets évidemment de l'évoquer parce que elle est très très bien et si vous voulez en savoir plus, allez la regarder. Il existe une vidéo de Alt 236, la très bonne chaîne YouTube, qui pitch vraiment ce livre en détail. Du coup, si vous voulez garder le mystère, lancez-vous dedans. Si vous voulez en savoir plus avant, allez-y. Dernière chose, donc, et moi je l'avais regardé avant, mais j'ai mis peut-être 2-3 mois à commencer le bouquin après avoir vu la vidéo pour garder un peu enfin, pour que ce soit plus hyper frais dans ma mémoire et que j'ai un peu de surprise, quoi. Et dernière chose avant de passer au suivant et à la notation, ce livre, du coup, du fait des différentes couches de lecture, enfin, couches plutôt de fiction qui existent, il existe dans plusieurs éditions et surtout, il est, comme il contient des passages de thèse, il a énormément. Putain, je sais pas si. Je vais peut-être juste pour vous montrer ça, je vais repasser sur le plein écran. Voilà. Comme il présente une thèse, vous avez souvent des notes de bas de page. Je sais pas si vous les voyez beaucoup mieux que moi. Et moi, je vois mon retour en tout petit. Donc, il présente des notes de bas de page. Il y a des lettres de l'auteur, peut-être des lettres oui, il y a des pièces annexes comme comme des annexes d'un dossier ou ou d'un essai. Et il y a des petits jeux aussi avec la mise en page.
Alors, je vais essayer d'en trouver un exemple flagrant. Voilà, là, ça vaut le coup d'être en plein écran pour voir ça. Donc, la forme de certains paragraphes, voire là je galère à en trouver, mais il y a des pages entières, varie tout du long du roman. Euh, et souvent, c'est de manière à imager en fait ce qui s'y passe. Il y a parfois des codes couleurs qui viennent appuyer certains textes, enfin certains mots. Qu'est-ce que j'oubliais? Donc le nom des documents de fiction, là, c'est le Navidson Record, en fait, du nom de Navidson, le photographe qui emménage avec sa famille. Que dire d'autre? Bah, du coup, comme il y a, ah oui, dans les notes de bas de page et tout ça, il y a un très grand nombre d'extraits d'autres sources qui parfois sont réelles et parfois tout aussi fictives que le livre en lui-même, enfin que le contenu du livre en lui-même. Bah, c'est très cool. Voilà, c'est hyper original bah, de par tous ces différents éléments. Et même l'histoire qu'elle raconte, c'est-à-dire que la toute dernière couche enfin la couche la plus profonde de lecture, de fiction, celle de la famille Navidson qui emménage, mais même ça tout seul, ça ferait un très bon roman, ça ferait un très bon film, et bah, les deux couches supérieures, elles viennent, comment dire, complexifier et bah, enrichir hein, en fait cette première euh, ce premier niveau. Il existe plusieurs façons d'aborder le bouquin. Il me semble il est proposé de le faire en ordre chronologique ou justement par comment dire je sais plus comment parce que je veux pas dire de bêtises. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui skippent certains qui se font les notes de bas de page à un autre moment. Enfin bref, honnêtement, je vais pas me perdre dans ça. Ça existe. Vous trouverez, si ça vous intéresse, des guides de comment lire ce bouquin. Moi, je l'ai vraiment lu, et il me semble qu'il y a des moyens enfin, il y a des gens qui disent, voilà, d'être pas obligé de prendre ce bout, celui-là, et tout ça, je sais plus, mais je sais plus pourquoi, et il me semble que ça s'explique assez bien, je m'en souviens pas, quoi. Mais moi, je me suis bouffé le truc en mode intégral, genre toutes les notes de bas de page et tout. Il faut savoir qu'il y a des moments où le livre est imprimé à l'envers, sur le côté. Il faut le mettre certaines pages devant un miroir pour pouvoir la lire. Bref, je me suis tout fait et je recommande, en fait, c'était même pour une première découverte, je pense que ça se fait très bien comme ça. Donc, bah, n'hésitez pas. C'est, comment dire, moi, je vous inciter à le découvrir de cette façon. Pour le classement, alors j'ai un petit chien qui aboie assez fortement dehors. Je vais mettre pause 30 secondes et revenir. Donc, La Maison des Feuilles, je le recommande très très fort. J'hésite, en fait, entre Nid Mort encore et Très Bon, mais je pense que c'est un livre assez rare pour que ça aille dans Nid Mort, parce que bah, je l'ai dit au début, on n'en croise pas deux des comme ça. Je crois qu'en plus, son auteur n'a pas écrit grand-chose d'autre. Donc, info à vérifier. Fact-checker ça dans les commentaires. Ok. Ah, alors, on a une petite alerte et je vais essayer de... Ah mince. Est-ce que je peux voir le nom de la personne en plus gros, s'il vous plaît? Eh ben, j'ai pas eu le temps. Et ça n'apparaît pas dans le chat, ces trucs? Eh ben, merci. Oh, voilà. Merci à la personne qui s'est abonnée.
Donc le livre va dans le nid de mort parce que je lirai avec plaisir d'autres fictions mettant en... Oh là là, c'est la folie. Est-ce que c'est la même personne qui s'est réabonnée pour que je relise son nom ou pas? Bref. Bienvenue en tout cas pour vous présenter le dispositif de ce soir. Peut-être vous étiez là depuis un moment, mais voilà, on tier liste des livres pour l'instant on a plutôt du bon et on va enchaîner. Ah, punaise. Et on va enchaîner avec La planète des singes, donc qui est le plus vieux livre de cette sélection. Alors maintenant que je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans le chat, n'hésitez pas à manifester si le son est pas bon. Hein. Voilà, que je sache. J'espère que vous savez comment utiliser le chat. Et alors, ok, c'est Coco Nuit, plein de chiffres qui est venu, qui est arrivé et qui a posté un truc en anglais. Et ah non. Hello, my name is Onika Tanya Maharaj. How are you? I don't care. Et après, elle dit je conseille si c'est un homme. Et il faudrait que je découvre ça. Alors, je connais de réputation, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, je te remercie pour cette reco. Et merci, Elsa, je vais pas faire semblant de pas savoir, pour Onika Tanya Maharaj et Nicki Minaj. D'accord. Ok, et du coup, c'était peut-être une citation d'une chanson de Nicki Minaj? Bref. Et du coup, le son est bon, c'est cool, ça me rassure. Ah, non, c'est pas des paroles. Ok. Et je ne sais pas dans ce cas pourquoi tu as dit Hello, my name is... Ok, ok. Sinon, je conseille Grand-père n'était pas un nazi, national-socialisme et Shoah dans la mémoire familiale. Harald Welzer. Et ok. J'entends que ça serait plus haute. Moi, je ne connais pas. Donc, why not? Ah, ok. J'ai eu peur, désolé, Coco Nuit, ne sachant pas qui tu es, j'ai eu peur que ce soit du troll, en mode livre full nazi. Parle de fesses, de plein de trucs. Ok. Bon. Me demande quand même si pas un petit peu de troll là-dedans. Non, peut-être pas, désolé, hein, je suis soupçonneux. Le chat était tellement mort avant votre arrivée que je me suis méfié. Pour en revenir à la suite, La planète des singes, la version roman, donc pareil, qui est comme c'était le cas d'un des autres livres de Chuck Palahniuk qui n'est pas dans cette liste ce soir. C'est une version antérieure au film, même si il me semble que le film a été écrit sur la base du scénario uniquement, enfin du synopsis du roman. Ils ont acheté les droits, me semble-t-il, au moins avant l'édition américaine. Peut-être que l'édition française était sortie. À vérifier. Beaucoup de fact-checking pour vous ce soir. Alors, je vois d'autres... Mais elle est connue pour être l'un des plus grands dealers back-to-back incroyables. Alors, du coup... Mais... Harald... Du coup, est-ce que c'est Harald Welzer, l'auteur du livre dont tu parles? Et est-ce que Harald est la personne qui parle de fesses, de plein de trucs, d'anciennes prostituées avec des chirurgies qui attirent l'œil masculin? Ou est-ce que elle est connue pour être l'un des plus grands dealers? Back to Black, incroyable, c'est c'est Nicki Minaj. Mais bon, je vais vraiment avoir du mal à suivre une conversation aussi simple normalement. Je ne crois pas que Nicki Minaj ait écrit Grand-père n'était pas un nazi, on est d'accord.
elle connaît l'un des plus grands dealers américains. Nicki Minaj, ok, mais je ne vois pas le rapport avec Grand-père n'était pas un nazi. Pff, désolé, je suis en train de me paumer là-dedans. Oui, je mélange tout. Ok, ça marche bien. Je bait, enfin, je mords ton absent à 2000%. La planète des singes de Pierre Boulle, du coup, un gars qui a une vie assez dingue pour un auteur dont on se souvient, en tout cas pour ma part, principalement pour 2 livres qui ont été adaptés par le cinéma hollywoodien, à savoir Le pont de la rivière Kwai, qu'il avait écrit donc une quinzaine d'années, je crois, avant La planète des singes, et La planète des singes. Voilà, après il a écrit plein d'autres romans, je pense plutôt plus proche en général du pont de la rivière Kwai que de la planète des singes et de la SF, mais voilà, il existe quand même cette exception à sa carrière. Et ce mec a une vie assez ouf. Il me semble qu'il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en mode espion de ouf, en mode double agent du double agent. Donc c'est à creuser comme parcours. Peut-être que... Alors, je vous dis tout de suite, La planète des singes, j'ai vraiment pas aimé le bouquin. Le premier film, bah, pour moi, il est au-dessus. Après, il y a énormément de il y a pas mal de différences entre les deux. Il y a pas mal de différences qui viennent du fait que le film a pas été fait avec un gros budget et que là, il aurait pu... et que pour vraiment adapter ce qui se passe dans La planète des singes, le livre, il en aurait fallu un. Mais bah, en fait, je trouve que les réalisateurs, et notamment les scénaristes du film, ont fait de ce budget, ils en ont fait des contraintes constructives, et ils ont produit, à mes yeux, un meilleur film que le livre. Je regarde tes commentaires, je vois que tu as cité Yoga, alors Pop Yoga, c'est pas continuellement qui l'a fait, j'ai lu. Et ben ouais, c'est assez chouette aussi, on va venir dessus juste après. On verra peut-être si tu l'as lu, on pourra tomber d'un accord commun sur la catégorie dans laquelle le classer. Du coup, La planète des singes, lui, donc comme je vous dis, je trouve le film très très bon, et le bouquin, ben ça n'a pas aussi bien vieilli que le film. Alors, le film, hein, c'est quand même un film des années du milieu des années 60, mais justement, je trouve qu'il y a malgré cette absence de budget ouf, et ben il a, et pourtant c'est le plus gros de la première saga, pourtant il a un truc intemporel c'est un film pour moi qui marque un peu l'histoire du cinéma, et qui a beaucoup de messages, et notamment à caractère sociaux, et dont l'origine est se trouve aussi dans le bouquin, mais pas tant en fait. Pour moi, politiquement, ce livre il a vieilli, et il y a des passages qui sont un peu navrants. En fait, là, je juge pas l'auteur, hein, je précise, juste il a choisi de mettre un personnage en avant qui est un peu à l'image de celui du premier film, hein, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, si dans le premier film, c'est quand même un peu leur leader et tout. Dans le bouquin, en fait, c'est un peu comme si c'était un vaisseau avec 2 scientifiques et un boulet, et le seul qu'on va suivre, c'est le boulet, quoi. Et du coup, genre, il y a pas mal de passages où donc ils arrivent sur la planète. Elle est peuplée d'humains qui vivent à l'état sauvage, donc ils sont à Walp. Ils parlent pas. Et le personnage principal, il voit une des humaines de cette planète
qui s'appelle... c'est quoi la planète? Bon, l'humaine, elle s'appelle Nova, en tout cas, ça a été gardé dans le film, et elle est à poil, comme elle vit comme un animal, et il y a des passages en mode... entier, où il est en mode... Ah, quand même, elle est fraîche et tout, alors qu'elle se comporte comme du coup, comme un animal sauvage, quoi. Et alors du coup, peut-être que il cherche à questionner un peu le rapport à cette autre humanité et tout ça, mais c'est souvent maladroit et en fait, ça sent un peu la mentalité de boomer. Vraiment pour le dire comme je le pense, il y a de ça. Là où le film, malgré, on va dire, avec le contretemps, l'acteur principal du film est devenu un énorme droitard pro armes et genre, je crois qu'il a été président ou porte-parole de la NRA aux États-Unis, alors que à l'époque du film, il allait dans les manifs pro mouvement, enfin pro fin de la ségrégation et pour les mouvements des Noirs américains. Bref. Et du coup, moi je trouve que le livre La planète des singes, en fait, déjà, c'est pas de la SF. Après, voilà, hein, l'auteur ne prétend pas ça non plus, mais faut pas le lire en s'attendant à de la SF. Il y a un petit contexte SF, mais comme il y en a dans Micromégas de Voltaire, quoi. C'est pas, c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. C'est de la SF. Si je dis que je vais sur une autre planète et que ça prend 10 minutes, ça marche. Et si je dis que là-bas, les singes, ils ont une bourse et que dedans, il y a des lianes et voilà, et c'est des singes, juste ils ont des costumes d'humains. Voilà, en fait, on est un peu là-dedans, c'est un peu caricatural. Alors, je reprends un peu le chat. Du coup, la réflexion sur la spiritualité contemporaine est incroyable, donc de Pop Yoga, désolé, je lis avant. Et après, plein de gifs, ou alors c'est... Non, plus plein de gifs, non, ce sont des émotes, Alexis, comme ça s'appelle sur Twitch. Voilà, des émotes de café et de Big Brother. Désolé, j'ai pas percuté à quel moment dû poster ça pour savoir à quoi tu faisais référence. Donc voilà, donc pour moi, La planète des singes, c'est un de ceux que je recommande le moins ce soir. Vous pouvez y aller pour vous faire votre propre avis. Bien entendu, c'est interdit. Même si plus tard vous repassez et que ce live existe, dites-moi pourquoi j'avais tort, ça sera avec plaisir. Mais voilà. Et pour faire plaisir à Coco Nuit et aussi parce que c'est la suite du programme, on passe à la suite et on parle de Pop Yoga de Paco Mtielman. Et du coup, oui, c'est bon, je l'ai mis dans mai. Paco Mtielman, pour le présenter brièvement et le plus pertinemment possible, c'est quelqu'un qui se présente comme un exégète et ça lui va très très bien. C'est quelqu'un qui a commencé à écrire très très jeune. C'est dommage que j'ai pas réussi à montrer de vidéo tout à l'heure parce que là ça ferait pareil, je pense. Mais si vous avez le temps, à l'occasion, essayez de regarder. Il y a un portrait INA de lui où on le voit, je crois qu'il a 13 ans. Et il est déjà en mode oui, je suis éditeur de BD underground. Et je publie tel mec. Et en vrai, voilà, ça a l'air d'être un jeune très très... un peu surdoué, voilà, dès son plus jeune âge. Et il va être passionné de musique rock, de contre-culture, de bande dessinée américaine, enfin notamment la bande dessinée indé, il me semble, des trucs genre Robert Crumb, Daniel Close, peut-être un peu plus tardif, mais peut-être plus d'autres auteurs de la génération de Crumb, quoi. Juste, je cale à en citer d'autres. Et donc, il va très vite se mettre à écrire, notamment sur ses centres d'intérêt.
et à devenir journaliste aussi. Alors, Pop Yoga, c'est un docu réalisé par Paco Thielman qui mixe culture pop et spiritualité. Alors, je lis le commentaire. En gros, il te montre comment les séries, la télé, la musique, les films, oui, les films qu'on adore peuvent avoir des messages spirituels et philosophiques. J'étais fan de ce livre. Eh ben, tu l'as très bien résumé, si ce n'est que quand tu as dit c'est un doc réalisé par Paco Thielman, je ne sais pas s'il en existe une adaptation en docu. Si c'est le cas, elle peut être très bien. Mais comme après tu dis j'étais fan de ce livre, je pense qu'on parle de la même chose, à savoir du bouquin. C'est édité chez Sonatine. Voilà, si jamais vous cherchez à vous le procurer. Et c'est du coup une anthologie d'articles qu'il a écrits et publiés par le passé. Peut-être certains étaient en accès libre sur son blog, peut-être d'autres sont donc issus de journaux de presse, et d'autres n'avaient pas été diffusés, donc étaient inédits. Et en fait, ouais, il dresse assez bien comment dire, il fait un tour d'horizon, pas complet, mais de différents mouvements populaires et culturels. Et c'est vraiment très bien écrit. On comprend à chaque fois ce qu'il partage très bien, la passion qu'il anime sur ces différents sujets. Notamment, il y a un des gros passages qui m'a bien marqué, c'est quand il commente le phénomène de l'homme, je veux dire l'homme papillon, mais je sais plus comment c'est enfin, je sais plus, je crois que c'est pas la vraie traduction française de ce truc, mais le Mossman, donc qui est des événements qui ont eu lieu aux États-Unis, un peu entre l'hallucination collective, la théorie du complot et le réel mystère de presse, quoi. Et il peut te présenter ça et en même temps te présenter la discographie complète de The Resident, qui m'avait donné envie de les écouter un petit peu, au moins après la lecture. Il dit le film te fait voir comment des trucs comme Twin Peaks, Buffy contre les vampires ou Lost ne sont pas juste des divertissements, mais cachent des messages profonds sur la vie et la spiritualité. Ouais, tout à fait. Alors, je vais dire entre autres, parce qu'en effet, du coup, Paco Thielman, il a beaucoup écrit sur Twin Peaks, Lost, Buffy aussi, remarque. Donc, il a écrit dans Pop Yoga, je suis pas sûr qu'il soit sujet de Buffy dans Pop Yoga, mais les deux, Twin Peaks et Lost, oui. Mais il me semble qu'il a au moins consacré aussi un livre à chacun de ces trois séries télé, de ces trois très bonnes séries télé à mes yeux, en tout cas d'ailleurs. Et oui, en fait, il essaye ok, Coco Nuit, bienvenue à toi, même si t'as que 17 ans, hein, c'est cool. Et si t'étais déjà fan de ce livre, ce livre, il va pouvoir t'ouvrir à plein d'autres trucs, parce que il y a beaucoup à y découvrir dedans. Et voilà, donc ce que je vous disais, ouais, il analyse un peu on va dire le contenu philosophique ou l'analyse qui peut être fait philosophiquement de ces œuvres de pop culture. On me prend pour une folle à connaître ça, mort de rire. Non, c'est cool, c'est des bonnes refs. En plus, pas comme Thielman, donc là, moi, je l'ai présenté comme si c'était un obscur auteur, mais il y a maintenant énormément de gens qui le connaissent de par son émission sur Blast, notamment, voilà ce que j'aurais pu vous dire. Si vous avez aimé la série de vidéos Innernet, Pop Yoga, c'est une très très bonne continuité de ça. Et d'ailleurs, c'était pas Innernet, ça c'est une chaîne YouTube à sketch. C'est Infernet, pardon, sa série de vidéos pour Blast. Enfin, c'est une de ses séries, et elle est super. Pop Yoga, ça pourrait être des scripts d'Infernet si Infernet parlait pas des réseaux sociaux, quoi, en gros. Voilà. On va passer à la suite, parce que là aussi, je pense que j'ai fait le tour, et puis, il faut le noter. Alors, j'ai pas envie de tout mettre dans Need More,
Sachant qu'en plus, pour le coup, j'ai d'autres bouquins de Paco Mtielman à terminer. Et bon, pour l'instant, celui sur lequel je suis, il m'a pas transcendé. Je l'ai un peu lâché en cours. Alors, je reviendrai dessus si je le termine d'ici un prochain épisode. Qu'est-ce que je vois dans le chat? Je viens de me rendre compte que j'ai loupé le début. Eh oui, donc de la petite analyse de la bibliothèque de Mini. N'oublie pas de la mettre sur le replay, je vais essayer. Et a priori, tu vois que j'en ai dit du bien. Et voilà. Il fallait être à l'heure, mais c'est pas grave. Et du coup, donc, je ne veux pas tout mettre dans Need More. On va être sur très bon, parce que il y a peut-être quelques chapitres qui m'ont moins passionné que les autres, et, mais j'en lirai j'en lirai d'autres avec plaisir, et j'espère qu'il y en aura d'autres un peu à la croisée, peut-être entre la série Infernet et Pop Yoga, justement. Ah, et là, on va passer à la base, quand j'ai commencé à envisager ce live, c'est parce que j'étais en train de lire le bouquin La saison de la sorcière, et ce livre, non seulement il m'a fait découvrir l'auteur Roland C. Wagner, donc qui est, comme je disais au début, un auteur francophone. Je suis quasiment sûr qu'il soit français, mais pas impossible qu'il soit belge. Info à vérifier. Et donc, non seulement ça m'a fait la lecture de ce livre m'a fait découvrir son œuvre, et elle m'a donné envie de la creuser, et elle m'a vraiment aussi donné envie de faire un live pour en parler. Et du coup, bah, ça tombe bien qu'il soit sur la fin. Il nous reste un petit peu de temps tranquille, même s'il y a un autre bouquin derrière. Du coup, donc Roland C. Wagner en bref, parce que je ne maîtrise pas trop sa life, mais ce que j'en ai retenu, il a été chanteur aussi dans un groupe de rock. Genre, sûrement pas un très très gros truc, mais a priori, je crois qu'il a fait de la zik jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est plutôt cool. En plus, je crois qu'il est mort pas très vieux. Donc, il est mort il y a une dizaine d'années. Et La saison de la sorcière, c'est genre son dernier, enfin avant-dernier ou avant-dernier livre avant le trépas. Donc il est très bon, hein, vous vous en doutez, ça va aller encore dans le haut de l'escalier. Et ça raconte quoi? C'est alors je me permets, dans le chat il y a de l'action. Oui, c'est un bouquin où il parle de la magie et des sorcières dans la culture moderne. Non? Eh ben oui, si, tout à fait. Alors je vais entrer un peu dans le détail. En effet, comme le nom le laisse présager, ainsi que ton commentaire, il va être question de sorcellerie dans tout ça, mais faut savoir qu'on est très loin de Harry Potter, de toute œuvre de fantasy. On est dans un contexte contemporain. Je crois que c'est vite fait, genre par rapport à 2012, c'est censé se passer peut-être en 2016, enfin 2012 où ça a été publié. Je crois que ça se passe en 2016, mais voilà, c'est pas. Pour nous, c'est déjà le passé, et il y a rien qui paraît trop vieux là-dedans. Il n'y a pas de. Désolé, hein, c'est pas très clair, mais je veux dire, c'est un tout petit peu de la science-fiction, mais sans qu'il y ait des technologies qui nous paraîtraient méga futuristes, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque de la rédaction. Et en fait, dans ce monde qui est ça se passe sur Terre, qui est le nôtre, l'histoire démarre par le fait qu'il y ait eu différents attentats causés par un mouvement inconnu, sans revendication publique. Et c'est des attentats qui n'ont fait qu'une victime involontaire. On va dire, je crois que dans l'histoire, c'est même un peu plus ou moins sa faute ou un truc comme ça, mais voilà, c'est. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des attentats très particuliers, hein, on n'est pas rien à voir avec des kamikazes ou des djihadistes. On est sur
des attentats magiques, en fait, c'est pour ça. Ce qui se passe, le premier d'entre eux, c'est la, la capture de la tour Eiffel par un ptérodactyle géant, en plus. Donc un gros dinosaure volant qui a emmené la tour Eiffel dans ses serres avant de disparaître, et donc sans qu'on la retrouve. Il y en a un autre qui s'est... je crois qu'il y a eu je crois que Big Ben a été transformé en... Je sais plus, en gelatine ou en chocolat, un truc comme ça. Et il y a des statues de Mao Tse-tung ou d'un autre dictateur slash homme politicien très charismatique, selon lui, en Asie. Et qu'est-ce que... Et il y a... Bref, il y a 4 attentats, je me souviens plus, magiques, qui ont eu lieu, et on va suivre les points de vue de plusieurs personnes, dont des personnages en France, même en banlieue, pour être plus spécifique, qui... qu'est-ce qui leur arrive en fait? Est-ce que je m'en souviens assez bien? Pour le coup, j'ai eu le temps de lire un autre roman depuis que j'envisage de faire ce live et que j'ai terminé ce bouquin. Mais pardon, j'ai perdu le fil. 2 secondes. Donc oui, en gros, dans le monde de ce roman, suite à ces attentats, le gouvernement américain s'est décidé à un peu faire la police du monde, comme à leur habitude, et à protéger ces pays alliés en clairement les mettant sous son propre contrôle. Alors, il me semble que ça se fait plus ou moins d'un accord tacite avec certains gouvernements européens. J'ai un doute, je sais plus où. Ils sont peut-être là sous prétexte d'assurer la défense, mais en gros, c'est quand même bizarre que en France, on ait des soldats américains pour assurer la défense, sachant qu'en plus, à part le premier attentat, il s'est rien passé d'autre, si ce n'est l'action des protagonistes de l'histoire. Du coup, comme le gouvernement américain soupçonne des magiciens d'être à l'œuvre de ces attentats, il va essayer d'en recruter d'autres pour leur mener la traque, enfin pour les traquer. Et on va suivre donc le point de vue de personnages en France, de soldats américains qui hackent une sorcière. Bon, dans les personnages d'autres qui sont un peu centraux, qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà plus chiffré. En fait, j'ai l'impression qu'ils rentrent à peu près tous dans les 2 cases que j'ai dit, mais il y en a plusieurs. Et oui, les personnages français, en gros, c'est des repris de justice, mais type petit trafiquant de drogue ou trucs comme ça. Et donc, dans l'idée, rien de bien méchant, quoi. C'est pas des tueurs en série ou quoi que ce soit. Qui, du coup, qui vivent un peu dans des squats, comme ils peuvent, quoi. De menus larcins, comme on pourrait le dire. Et qui vont peu à peu être mêlés à cette histoire d'attentat. Je vais m'arrêter là pour le synopsis, et je vais vous dire un peu ce qui m'a vraiment plu dedans. Ça va faire un peu idéologue, mais en vrai, le positionnement politique de ce bouquin, au contraire de La planète des singes, il m'a fait du bien en tant que lecteur, dans le sens où peut-être c'est ma méconnaissance du genre hein, qui va parler là, mais j'ai l'impression que la SF, souvent, elle est un peu froide, c'est-à-dire soit elle va être
apolitique ou très subtil, très mitigé, très euh, comment dire, sans. Désolé, au moment où je le dis, je me rends compte qu'il y a des exemples complètement évidents du contraire de ce que je suis en train de dire et que que c'est facile de contre-argumenter, mais on va dire dans la science-fiction vraiment actuelle qu'on prend dans commercial et tout. Alors évidemment, il existe des contre-exemples. Je pense probablement à The Expanse que je n'ai pas lu, mais qui m'a l'air d'être plutôt politisé justement. Mais bref, peut-être dans l'image que je me fais de la science-fiction moderne, il y a un peu moins ce truc-là, d'avoir un positionnement politique, et, ou en tout cas d'en avoir un qui me plaise et qui soit intéressant. Et là, bah, c'est cool, c'est un des points forts de ce bouquin. Il y a un des chats qui gratte à la porte derrière moi. En fait, en plus, quand je dis ce positionnement idéologique, il faut pas le comprendre dans le sens où le livre est pas un manifeste évident du communisme ou du marxisme ou du socialisme, peu importe. Juste, ouais. Alors, BRBGT 2109 demande: pourrais-tu redonner le nom, s'il te plaît? Tu m'as donné envie de le lire. Et ben, c'est bien l'objectif. C'est La saison de la sorcière. Je vais l'écrire dans le chat comme ça. Et ouais. Comme ça, si quelqu'un d'autre se pose la question, le message sera toujours là. Hop. Mais de rien. Voilà, donc le livre n'est pas un manifeste politique qui dit ah ben il faudrait faire ça dans la société pour que ça soit bien. Clairement pas. C'est plus justement, ça nous montre une société qui dérive, ça nous montre des personnages que dans notre société actuelle on pourrait justement disqualifier et enfin des gens qui généralement n'ont pas l'opportunité de défendre leurs opinions politiquement, publiquement ou au moins médiatiquement. Et bah, en fait, ça se met de leur point de vue. On voit aussi les points de vue des autres, mais sans peut-être sans qu'il y ait prise de parti forcément, mais en tout cas, peut-être que vous pouvez à la lecture sympathiser avec avec les. En fait, si, pour le coup, j'allais dire avec les ricains qui sont un peu là en mode envahisseur, mais parce que bah ils sont bien écrits, ils sont voilà, c'est pareil, ils sont pas en mode ah, on est des capitalistes, on veut tout niquer et tout, mais il y a des personnages qui sont un peu en mode bah on s'en fout des conséquences tant que le fric rentre. Il y en a d'autres qui sont genre dans l'histoire des soldats américains, mais un peu bah, des troufions quoi, qui obéissent et qui se questionnent. Et du coup, il y a ces personnages j'ai pas envie de dire repris de justice, c'est un peu trop de zonard, je vais dire, parce que ça, on sent un peu que ça a été écrit. Ça parle donc de personnages qui vivent enfin, qui crèchent dans l'île de France élargie, les banlieues parisiennes, mais on sent que c'est écrit par quelqu'un qui en a une image qui remonte un peu plutôt aux années 70-80, quoi. Il n'y a pas du tout une atmosphère hip-hop ou quoi que ce soit, quoi. C'est plus, on, on va dire, ça se passe en 2012, mais on sent plus l'influence des blousons noirs de Renault putain, j'ai envie de dire ma cité va craquer, mais je voulais dire que de bande organisée, quoi. Voilà. Mais c'est pas un mal, et le bouquin en vrai il est pas non plus genre archaïque, hein, clairement pas. Voilà, donc ce qui m'a plu là-dedans, c'est ça, c'est bah aussi un peu vraiment ce qui s'y passe, c'est-à-dire comment est justifiée la magie dans l'histoire, mais ça je vais pas le spoiler, et bah ouais, les différents points de vue de ces différents personnages. Je
je vais le classer, et puis, bah, punaise, est-ce que ça va encore aller dans Nidmore ou très bon? Euh... bon, du coup, personne. Ah, alors, Coco Nuit, tu disais que tu connaissais un peu. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu le mettrais dans quelle case? Euh, Tu es encore là, bien sûr. Bon, a priori, soit tu hésites, soit tu n'es plus là. Et moi, je vais mettre Nid mort. Allez, on est généreux. Parce qu'en vrai, si j'aimerais plus souvent quand je lis. Enfin, pas pour dire que tous les livres doivent conforter mes positions politiques. Juste, ça fait du bien de temps en temps de s'y retrouver directement quand on lit un bouquin. Voilà, et c'est au contraire très intéressant d'entendre d'autres points de vue. Et je pense pas d'ailleurs que enfin, j'ai jamais échangé avec l'auteur en question. Toi, t'aurais tendance à dire très bon. Mais Elsa, tu ne l'as pas lu, non? Euh, oui, voilà, j'ai jamais échangé avec l'auteur, mais je lui devine facilement des sympathies euh, avec la gauche au sens large. Et parfois, c'est intéressant donc au contraire de lire des auteurs qui ont des opinions très tranchées de l'autre côté. Mais voilà, je pense que ce livre, comme je disais, sans le faire ouvertement, il promeut des bonnes valeurs et en plus il le fait dans une histoire assez pulp, assez prenante. Et voilà, je pense que 240 pages que Coco Nuit disait, ça doit être à peu près ça. Ça se lit vraiment vite. Je crois que me le suis fait en une semaine, mais genre de dimanche, quoi. Un truc comme ça. Voilà, on arrive déjà au dernier livre de cette sélection, et qui est un comics donc de Brian Lee O'Malley. Comme je le disais dans l'intro, c'est l'auteur derrière la première série de comics de Scott Pilgrim versus The World, qui à mes yeux n'a pas très très bien vieilli. Et pourtant, c'est pas du tout le même format. La Second, c'est un one-shot, donc une histoire en un seul volume. On peut appeler ça un roman graphique, ou pas. Mais en tout cas, il répond aux exigences de ce format-là. Et c'est très bon. Ça va clairement pas aller dans mai. Il y a un petit lien un peu avec les premiers. Voilà. Donc la bibliothèque de minuit qui était le tout premier et Black Science avec les histoires de multivers là. Second, il a un petit peu un autre dispositif qui permet à son personnage principal de remettre un peu sa vie aussi en question. Donc, comme je disais par rapport à la bibliothèque de minuit, c'est assez proche. Là, on est un peu sur des personnages de trentenaire, fin de trentaine, des femmes dans les deux cas. Celle de Seconds, elle est cuistot. Elle gère un premier resto et elle est sur le point d'en ouvrir un deuxième. Et en fait, bah, comment dire, dans sa vie, tout ne se passe pas mal, mais tout ne se passe pas bien non plus. Et du jour au lendemain, va faire l'apparition de quelqu'un, une fille, j'allais dire jeune fille, mais je suis même plus sûr. Celui-là, je l'ai pas lu très récemment, donc euh, excusez-moi sur la légèreté de ce synopsis. Ah, alors j'ai vu tout à l'heure où je pouvais voir les noms, mais merci pour le follow de Yango. Ah, mais décidément, que des noms qui m'évoquent quelque chose.
Bienvenue à toi. Écoute, tu arrives pour le dernier livre. Je disais donc l'arrivée dans sa vie de un personnage mystérieux qui débarque et il me semble qui est chez elle, hein, carrément. Je crois que c'est un personnage qui parle pas, qui est une femme ou une fille, pas forcément très jeune mais pas très âgée non plus. Voilà, hein, approximation de mémoire hasardeuse. Et d'une boîte, il me semble, avec un champignon qui lui permet d'annuler les derniers choix ou de revenir en arrière sur des décisions qu'elle aurait prises. Alors je sais plus si elle peut genre revivre la journée passée. Il me semble que c'est ça, mais en mode c'est pas un jour sans fin. Elle revit pas toujours la même journée. Alors le champignon il apparaît un peu épisodiquement. Et c'est cool. Franchement, encore une fois, ça se lit très facilement. Le style, la couverture, elle en montre pas beaucoup, mais il est un petit peu plus minimaliste que ce qu'il y avait dans Scott Pilgrim. Parce que Scott Pilgrim, ça se focalisait sur l'action, mais c'était quand même un peu surtout du drama de lycéens, sans mépris. Hein. Je veux juste dire que là, c'est des histoires de romance, et là où on est plus sur quelque chose d'adulte, sans que ce soit illisible, je pense, pour un jeune public. Hein. Mais voilà, c'est un peu plus solide dans ces thématiques, quoi. Et surtout, c'est moins étalé, quoi. Que Scott Pilgrim, c'était 7 tomes. Là, c'est un gros volume, mais bon, ça se lit vraiment tranquille en une après-midi. Enfin, je dis une après-midi, mais ça veut pas dire 5 heures, quoi. Je pense que ça se lit en 2 heures. Voilà, il y a des personnages attachants, le style graphique est chouette, même si il est peut-être un peu moins détaillé que Scott Pilgrim, un peu moins. Il y a peut-être un peu moins les références geeks, ou aussi elles sont peut-être plus subtiles et mieux intégrées que dans Scott Pilgrim, c'était très présent, quoi. Peut-être trop présent. Et là où ça fait partie de la toile de fond, ça s'intègre à une histoire, et c'est pas le centre principal de focalisation. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter dessus. Si vous avez des questions dessus avant qu'on le classe, n'hésitez pas. Bon, si jamais vous aussi vous l'avez lu, dites-le, mais dites-le. Mais je vais essayer de le classer quand même avant ça. Moi, en vrai, je veux lire plus. Ça va aller en nid de mort aussi. Ça va aller là. Parce que j'ai envie de lire autre chose de Brian Lee O'Malley. Quand je lis Seconds, en tout cas, ça m'en donne envie. Et même d'autres histoires de ce goût-là, ça me ferait plaisir. Alors, désolé, BRBGT, je ne l'ai pas, je l'avais emprunté en médiathèque pour le lire, et je ne me le suis pas encore fait offrir. Oui, c'est ça. Voilà, donc je ne l'ai pas avec moi. Le seul que j'avais et que j'ai un petit peu montré de toute cette sélection, c'est la Maison des Feuilles, parce que en fait la plupart je les ai lus ou c'était des emprunts de bibliothèque, ou je les ai lus en version liseuse. Voilà, parce que c'est très pratique. Donc ça manque un peu en effet de matériaux à manipuler, mais peut-être que la prochaine fois que je présenterai des comics, je préparerai des visuels pour montrer, parce que c'est une bonne idée. En fait, j'ai décidé à la dernière minute d'intégrer les 2 comics, en me disant que déjà ça permettait de parler aussi un peu de BD dans ce format-là.
Et puis surtout, ça me permettait d'économiser les romans ou les essais, enfin en tout cas les formats non BD que j'avais lus pour pouvoir les distiller dans plusieurs épisodes. Donc voilà, astuce de flemmard. Du coup, promis, la prochaine fois, je préparerai une capture pour ça, parce que là, en fait, j'ai recroppé dans la capture de navigateur, et du coup, on verra pas forcément bien la page web, et j'ai pas envie de tout casser. Et je sais que tu disais, ok, pas de souci, t'inquiète, mais je voulais quand même expliciter ma réponse parce que oui, je justifie à mort ce premier stream, enfin ce premier format. Tu me dis, c'est clair parce que parfois le style des dessins a un impact sur la lecture. En effet, après, moi j'ai souvent été agréablement surpris en lisant des BD qui, au premier abord, me donnaient pas envie. Mais j'admets totalement que c'est beaucoup plus facile de rentrer dedans si déjà la BD nous fait et le style nous donne envie, quoi. Voilà. Et je sais pas si j'ai un exemple de style de BD. Je pense que je peux trouver une BD dont le style au premier abord. Bah, tu vois, typiquement, mince. Je vais essayer de retrouver le nom. Je sais où je peux la voir assez rapidement. Mais c'est une BD que du coup tu m'as permis de lire. BRGBT, tout ça, je dis ça pour que les gens voient à qui je fais référence. Touk. Mince. Peut-être que tu as déjà mis la réponse dans le chat. Non. Oui, en même temps. C'est donc la BD dont je parle, où le style était pas forcément m'aurait pas forcément attiré, c'est celle où le maréchal Pétain prend possession de Macron, hein, c'est ça? Non, je sais plus quoi, où il se réincarne. Donc ça s'appelle Cauchemar de Pierre Ferrero. Est-ce que je peux le montrer vite fait ici? Non, ça fait rater mon... Hop, voilà, ça c'était très chouette. Et typiquement, bon, en vrai là, vu comme ça, j'aime bien le style, mais genre, moi si j'avais, sans que tu me le recommandes, ah oui, Pétain et Macron fusionnent. Euh, voilà, j'en avais entendu parler, donc ça m'avait donné envie, mais si j'avais juste vu cette couverture, je pense que j'y serais pas allé. On me l'avait pitché, enfin, j'avais entendu quelqu'un en parler publiquement et ça m'avait donné envie. Et puis voilà, mais tout ça pour donner un exemple, hein. Bref, vous avez compris. Bah écoutez, je suis content de cette. Bah, j'espère que vous êtes content de cette sélection. Moi, je suis content de voir le bout de ce live, mais et aussi de l'avoir mené à bout. Bah, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis techniques dans la captation. Et puis bah, j'espère qu'il y aura une autre occasion de se refaire ça. Alors je vais regarder si on peut se permettre d'organiser un petit raid pour voir si on... Enfin, je vais regarder si on est assez nombreux pour faire un raid chez quelqu'un. Ah oui, pardon. Attendez, je fais des bêtises. Je vais d'abord rebasculer sur la vue générale. Voilà. Merci pour le live. Le son était très bon et le setup aussi. Si c'est le bon terme, ça m'a l'air d'être le bon terme. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir d'avoir un peu d'animation dans le chat. Et ben voilà, merci à vous. C'était très chouette d'être là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, peut-être suivez-moi sur les réseaux qui sont peut-être affichés dans la page bio ou la description ou quelque part. Et j'essaierai de poster le résumé de la tier list. Comme ça, il y aura tous les noms des livres et des auteurs. Et puis, vous pourrez retrouver ça. Et puis, on essaye de se refaire ça à une autre occasion. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.